Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Parce qu'en fait, on a fait le constat que la question de l'égalité au travail, c'était quand même un angle mort total de la campagne. En quelque part, en mettant les deux parents sur un pied d'égalité, nous on croit vraiment au fait que ça casse cette stigmatisation de la maternité en entreprise. Ce qui fait que la maternité, c'est encore un vrai, bon ça on pourra en parler après, mais un vrai frein, et c'est encore très stigmatisé en entreprise, c'est parce que les femmes sont concernées et les hommes ne le sont pas. Le jour où tous les employés sont concernés, il y a plus de stigmatisation. Clara Mollet est une femme qui, par son action, a un impact positif. Et récemment, elle m'a fait un cadeau en me proposant de signer une pétition qui peut changer la donne de l'égalité au travail entre hommes et femmes. Clara est à l'origine du podcast Les règles du jeu pour permettre à chacune de s'approprier les bons leviers de réussite et les mettre en œuvre au quotidien. Ce podcast a ensuite donné naissance à un livre qui porte le même nom, dont on a déjà parlé ensemble avec Clara lors d'un précédent épisode. Cette fois, elle revient pour nous parler toujours d'égalité au travail, mais dans le cadre des élections présidentielles. Avec d'autres femmes géniales, elles ont créé un collectif qui s'appelle Femmes et Travail. Et lorsqu'elle m'a parlé de cette pétition, j'ai ressenti une urgence pour la faire revenir, car il est question d'interpeller les candidats à travers 10 propositions super concrètes pour faire avancer l'égalité au travail. Du coup, cette pétition, vous devez toutes et tous absolument la signer. Et pour la retrouver, c'est super simple. Rendez-vous sur Welcome to the Jungle, vous pourrez relire ou lire la tribune incluant les 10 propositions, soit sur le compte Instagram de Clara Mollet, soit directement sur la plateforme change.org. Cet épisode est plein d'idées novatrices et je suis très heureuse de partager cette conversation avec Clara, qui est une des jeunes femmes les plus intelligentes que j'ai eu la chance de rencontrer. Alors bonne écoute et 2 choses. N'oubliez pas de signer la pétition et 2e chose, partagez cet épisode le plus largement possible. Clara, merci beaucoup d'être à nouveau dans Réel. À vrai dire, tu es déjà venue. D'ailleurs, je renvoie à l'épisode précédent. Tu es aujourd'hui au sein d'un collectif qui s'appelle le collectif Femmes et Travail. C'est pour ça que tu viens en parler dans le podcast. Quand j'ai vu passer la pétition que tu me demandais de signer, je me suis dit il faut absolument que tu viennes en parler dans mon podcast. C'est un collectif que tu as co-créé, tu vas nous en parler, et qui a décidé en fait d'établir une liste de propositions pour l'égalité homme-femme, notamment l'égalité au travail, et proposer en fait ces 10 axes, je crois qu'il y en a 10, n'est-ce pas, dans le cadre des élections présidentielles. C'est une pétition qui a été signée, tu m'as dit, par presque 10 000 personnes en moins d'une semaine. En moins d'une semaine, donc c'est fou, comme quoi c'est un sujet qu'il faut vraiment mettre au cœur des débats actuellement. J'ai sauté sur l'occasion, tu m'as répondu direct, ok, je viens. Voilà, parce que c'est quand j'ai lu les 10 propositions qu'on va bien entendu partager tout à l'heure, je me suis dit, il faut absolument que tu viennes nous en parler, Clara. Donc, sans plus tarder, est-ce que je peux te demander tout de suite quelques mots sur toi, éventuellement sur ton parcours précédent en ce qui concerne l'égalité des femmes au travail, l'ouvrage que tu as publié, mais également voilà la co-création de ce collectif Femmes et Travail. Oui. Excuse-moi, l'introduction était un peu longue. Donc... Eh ben écoute, merci Estelle. Moi, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour la 2e fois sur ce podcast que j'adore, que j'écoute régulièrement. Et merci de me donner la parole sur ce sujet, parce que c'est vraiment l'actualité chaude du moment, et donc je suis ravie d'avoir l'opportunité de développer un peu. Donc moi je m'appelle Clara Mollet. J'ai commencé ma vie professionnelle comme trader en Amérique du Sud, où j'étais la seule femme, ce qui a été une expérience fondatrice pour moi, parce que c'est là que j'ai pris conscience des inégalités hommes-femmes au travail et de la manière dont le fait d'être une femme pouvait impacter un parcours professionnel. Et depuis, donc ça fait maintenant 7 ans, je me suis vraiment beaucoup intéressée de près à cette question, à la fois en partant de mon expérience personnelle et puis en accompagnant maintenant
des dizaines et des dizaines de femmes, en faisant des conférences dans toutes sortes de lieux. Je me suis vraiment spécialisée sur le thème de l'égalité au travail. J'ai créé un podcast qui s'appelle Les règles du jeu. J'ai écrit un livre aussi qui porte le même titre pour donner des conseils concrets aux femmes sur la manière de naviguer leur quotidien au travail et de ne jamais subir en fait leur environnement professionnel. Et plus récemment, je m'intéresse beaucoup à la question des femmes et de l'argent, puisqu'évidemment, une fois qu'on travaille, on gagne de l'argent, on est autonome financièrement, mais on n'est pas pour autant libre financièrement. Car on s'est aperçu, les chiffres le prouvent, que les femmes gagnent de l'argent, l'épargnent, mais ne l'investissent pas. Et donc le dernier podcast que j'ai créé, qui s'appelle le Starter Pack, vise en fait à réconcilier les femmes avec l'investissement, parce qu'en fait on s'aperçoit que les parcours de vie sont longs, parfois un peu chaotiques, et qu'un divorce ou une maladie peut, quand on n'investit pas, faire chuter le pouvoir d'achat des femmes. Et donc c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup en ce moment. Et donc pour revenir au sujet qui nous rassemble aujourd'hui, il y a, alors j'ai la chance, comme ça fait un moment que j'évolue dans ce domaine, de faire des rencontres géniales. Il y a énormément de femmes fantastiques qui s'intéressent au sujet de l'égalité au travail. Et il y a un peu plus d'un mois, l'une de ces femmes m'a proposé, ainsi qu'à 4 autres, de se joindre en un collectif pour joindre nos forces et pour essayer de mener des actions en commun pour faire progresser la question de l'égalité au travail. Donc ce collectif s'appelle Femmes et Travail, et donc il est composé de Lucille Quillet, qui est journaliste et auteure, de Laetitia Vito, qui est spécialiste du futur du travail, qui écrit dans plein de médias, qui a son propre média et qui publie plein de livres aussi, de Sarah Zitouni, qui est ingénieure et en même temps coach carrière, d'Élise Fabine, qui est avocate spécialisée dans le droit du travail, et de Maïmonatou Mar, qui est entrepreneur social et qui a fondé une entreprise fantastique qui s'appelle Gribouillis, pour faciliter la garde d'enfants, et qui est Young Obama Leaders, enfin qui a un parcours absolument remarquable. Et donc à nous 6, on a formé ce collectif, et notre première action, ça a été de rédiger une tribune à l'attention des candidats à l'élection présidentielle, parce qu'en fait on a fait le constat que la question de l'égalité au travail, c'était quand même un angle mort total de la campagne. Alors certaines personnes disent oui, mais c'est dans le programme, etc. Peut-être, mais c'est un sujet dont on ne débat pas du tout. En plus, honnêtement, moi, j'en ai vraiment pas du tout entendu parler depuis le début de la campagne électorale. Pas du tout. Donc, en fait, c'est comme beaucoup de sujets qui traitent, qui ont trait aux femmes. C'est souvent des petites propositions en bas de page, mais c'est rarement au cœur des débats. Et pour nous, surtout dans une période post-pandémie, où on s'est rendu compte à quel point la place des femmes et le travail des femmes était fondamental pour faire tourner la société. Pour nous, cette question-là de l'égalité au travail mérite sa pleine place dans les débats. Et donc, l'action qu'on a engagée, c'est donc de rédiger cette tribune et de l'accompagner d'une pétition. Donc on peut dire que c'est Welcome to the Jungle qui l'a publié. Absolument, jeudi dernier. Welcome to the Jungle a publié cette pétition qui s'appelle Candidat au boulot, 10 propositions pour un monde du travail vraiment égalitaire. Et en fait, ce qui est très intéressant dans ce collectif, c'est qu'on a des expertises très complémentaires. C'est-à-dire qu'à nous 6, en fait, la particularité de notre collectif, c'est que ça fait plusieurs années qu'on s'intéresse à la question, et surtout qu'on tire notre expertise de nos expériences. C'est-à-dire qu'on n'est pas des chercheuses. Nous, on est sur le terrain, entre guillemets. On travaille en entreprise, on monte des entreprises, on a vraiment des expériences de terrain dont on puise et dont on tire on accompagne des femmes aussi, donc on puise notre expertise de ça, et c'est à partir de ces constats de terrain qu'on a élaboré des propositions. Bien sûr. Et comme on a des compétences complémentaires, par exemple Maïmonatou, elle est très spécialisée sur les professions du care, dont on a tellement parlé pendant la pandémie. Laetitia, elle est plus spécialisée sur le futur du travail et la grande bascule entre le salariat et le travailleur indépendant. On parle par exemple notamment de la grande démission qui a lieu aux États-Unis. C'est un phénomène massif, donc elle est très spécialisée de ces questions, ces grands mouvements. Lucille, par exemple, elle s'est penchée dans son dernier bouquin sur les questions du coût financier du couple pour les femmes. Donc en fait, on a vraiment à nous toutes une espèce de vision assez globale du monde du travail, toutes les couches de la population, tous les âges aussi. Donc ça nous permet de proposer 10 propositions qui, à notre sens, sont évidemment pas les seules. Il y aurait d'autres choses à faire, mais qui sont assez... c'est les premières par lesquelles commencer, qui peuvent être efficaces sur le marché du travail au sens large. Ouais, juste avant que tu nous les listes, parce que c'est ça qui est important, et il faut passer du temps pour écouter chacune des propositions. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée au début de la tribune, c'est « Si on attend, on en a pour 136 ans, temps nécessaire selon le Forum économique mondial pour atteindre l'égalité de façon spontanée. » Ouais. Et quand j'ai vu ce chiffre, je me suis dit « Waouh !»
Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, techniquement parlant, aujourd'hui, moi, j'ai entendu parler des inégalités salariales, mais ce que j'ai trouvé assez admirable dans la liste de vos propositions, c'est qu'il y en a qui sont concrètes. Beaucoup plus concrètes que ce que j'ai lu jusqu'à maintenant et beaucoup plus pragmatiques. Donc allons-y, ça t'embête pas si on déroule le fil des propositions? Oui, absolument. Bah oui, on s'est attaché à faire des propositions le plus concrètes et simples possible parce que c'est une manière de montrer que c'est possible en fait de ne pas attendre 136 ans. Et en fait, juste une parenthèse là-dessus. Ouais. Qui n'en est pas une en fait, parce que c'est vraiment à l'origine de notre démarche. On s'adresse aussi aux candidats à un moment où il y a une grande défiance vis-à-vis du politique, où les taux d'abstention risquent d'exploser, où il y a une espèce de détournement dans la population au sens large et pas que chez les jeunes, parce qu'il y a une espèce de perte de confiance aussi dans la capacité des politiques à influer véritablement sur la société. Et en fait, nous, on a pris le parti de prendre le contre-pied de ça, parce que il faut quand même se rappeler que le politique, c'est la loi. Et la loi, c'est quand même elle qui façonne la société. Et en fait, si on est sur une tendance positive sur la question de l'égalité homme-femme au travail, même si elle est très 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 lente, c'est grâce aux lois qui existent. En France, on a un petit arsenal législatif qui existe. D'ailleurs, on est parti de l'existant. Et si on est sur une tendance, alors je n'ose même pas dire positive, c'est tellement timide que c'est difficile de dire ça. Et puis avec la pandémie, on a tellement reculé qu'on peut pas non plus être trop optimiste. Mais enfin, il y a un début de volonté politique en France sur lequel on a choisi de nous appuyer pour essayer de donner un grand coup d'accélérateur, parce qu'on estime qu'avec une vraie volonté politique en action, on peut vraiment voir des résultats tangibles rapidement. Puis ça nous ferait parler d'autres choses aussi que de certains sujets qui sont tout le temps sur le devant de la scène. Voilà, exactement. D'ailleurs, en parlant de... Bon, non, je vais pas faire là-dessus. Donc, je liste nos propositions, il y en a 10. Ouais. Je vais pas les lire en entier, je vais lire juste les phrases les plus... impactantes. Les plus impactantes. Ouais. Et ensuite, je renvoie à la tribune et à la pétition pour le détail en entier. Ok. Proposition numéro 1, imposer la transparence des salaires en entreprise par type de poste et compétences requises. Alors là, tu vois, je me permets de t'interrompre juste 2 secondes. C'est celle qui m'interpelle le plus, parce que comment on fait techniquement, étant donné qu'il y a quand même une loi aussi de confidentialité de certaines données. Tu vois, c'est-à-dire que je sais que le salaire aujourd'hui, homme ou femme, il y a un tabou dessus, on n'a pas le droit de le révéler comme ça. Donc comment on fait là-dessus concrètement ? En fait, nous, dans le détail de notre proposition, on laisse la liberté aux entreprises de définir ce qu'elles entendent par travail égal. D'accord. C'est-à-dire que ça n'est à notre sens pas le rôle du législateur que de rentrer dans ce détail-là de qu'est-ce que travail égal. En revanche, responsabilité aux entreprises de définir quels sont les postes travail égal en termes de compétences, en termes d'expérience, etc. pour essayer de diminuer la part subjective de la rémunération. C'est d'essayer d'objectiver au maximum une rémunération. Ok, mais je parlais de la transparence. Vous l'entendez comment, la transparence ? C'est-à-dire de dire, voilà, dans notre entreprise, un tel qui fait ce métier est payé tant ? Bah, ça existe dans énormément d'entreprises, en fait. Il peut y avoir, évidemment, souvent c'est des fourchettes, c'est pas des valeurs, parce qu'il y a toujours quand même une marge de négociation et de variables, mais ça existe dans beaucoup d'entreprises. C'est sûr que c'est des cultures qui sont plus présentes dans les cultures start-up, où en fait c'est très fréquent d'avoir des grilles de salaire publiées sur le site, où c'est ouvert. C'est vrai que dans le CAC 40 ça se fait moins, mais ça c'est une question d'évolution des cultures, mais il y a rien ni d'illégal ni d'anticonfidentialité. Non, mais j'essaie juste de savoir comment on peut le vérifier en fait, c'est-à-dire tu vois, demain je postule dans une PME, une ETI ou une boîte du CAC 40, la personne en face de moi, DRH, 7e entretien, me dit bah écoutez, voilà, à diplôme égal, expérience égale, nous on vous propose tant. Je vais pas lui répondre, vous êtes sûr que vos hommes ici ils sont payés tant? Enfin, comment, tu vois ce que je veux dire, la transparence, comment on la je veux pas t'embêter. Ouais, je veux pas t'embêter avec cette question, tu vois, mais j'essaye vraiment d'être la plus concrète possible. On est vraiment, bien sûr, c'est tout à fait normal. On est vraiment rentré dans la faisabilité des propositions. Et en fait, ce qu'on a constaté et qui existe, c'est effectivement quand t'as des grilles publiques, disons. Publiées. Donc encore une fois, il y a une question de culture. Et en fait, moi, le moment aussi, c'est pour ça que je pense que cette tribune tombe à pic, c'est qu'on est dans un moment où la culture au travail, en tout cas, il y a une opportunité. Il y a une opportunité pour les grandes entreprises de bouger sur plein de plans. Et la transparence des salaires, c'est une black box, les salaires, dans la plupart des entreprises et la plupart des grandes entreprises. Et ça, effectivement, c'est t'as raison. Il faut lever d'abord ce tabou avant de... Ouais. Absolument. D'accord. Et donc, j'ai des exemples d'entreprises en tête, je sais même pas si on peut les citer, mais en fait, et d'ailleurs, je fais une petite digression, mais les entreprises font face à un immense challenge aujourd'hui qui est leur attractivité
auprès des jeunes potentiels, et puis leur capacité à retenir leurs talents. Et en fait, on voit, il y a une étude récente aux États-Unis, très récente là, qui a été publiée, après la crise, 85% des gens interrogés estiment qu'ils n'ont plus besoin de manager. En fait, tu as une espèce de bouleversement total de la manière dont les gens envisagent leur emploi salarié, la culture d'entreprise, etc. etc. Et les entreprises, si elles ne changent pas de culture, si elles n'évoluent pas, elles n'arriveront plus à attirer les jeunes, d'ailleurs qui se tournent déjà massivement vers le travail indépendant et l'entrepreneuriat. Je parle d'une certaine catégorie de la population, mais je veux dire qui ruisselle ensuite dans les plus petites entreprises, les PME, etc. Et n'arriveront plus. Le turnover, c'est quand même un coût colossal pour une entreprise, le temps de reformer quelqu'un, de recruter quelqu'un, etc. Donc il y a aussi des enjeux de marque employeur, d'attractivité, etc. Et dans les entreprises auxquelles je pense, qui sont des startups qui ont une marque employeur très très forte et qui arrivent à être vraiment attractives et à attirer des potentiels en sortie d'école qui sont parmi les meilleurs du marché, et ben c'est des entreprises, entre autres, qui ont mis en place ces grilles de salaire. Encore une fois, c'est des fourchettes, parce qu'il y a toujours une marge de négociation, il faut garder une flexibilité, c'est pas soviétique comme mesure. Mais, et c'est des entreprises, par ailleurs, que je connais, qui... C'est le cas de dire, c'est pas soviétique. Oui, c'est peut-être pas le bon moment pour parler de ça. Qui ont un turnover très faible, qui ont une fidélisation de leurs employés qui est très forte, etc., etc. Donc, il y a, je pense... J'ai compris. Et l'impulsion de la loi... ça permet de forcer les entreprises à changer leur culture. C'est aussi ça l'avantage. Et c'est ça le message à faire passer aussi, c'est qu'on peut faire évoluer les choses au niveau de l'égalité salariale homme-femme si les cultures évoluent intrinsèquement. C'est-à-dire que la culture de groupe évolue. Absolument. Je pense pas qu'on puisse introduire des nouvelles choses dans un environnement qui lui-même est archaïque. Absolument. Mais ça, c'est important de le souligner. Excuse-moi, je t'ai interrompu sur la première partie, mais vas-y, là maintenant, je ne t'interromps plus. Deuxième proposition, conditionner l'obtention des aides d'État et la participation au marché public des entreprises au respect des lois pour l'égalité professionnelle. Il y a 3 grandes mesures qui ont été prises récemment en France, la loi Copé-Zimmermann, la loi Rixain et puis l'index de l'égalité professionnelle. Donc, Marie-Pierre Rixain, que j'ai reçue dans le podcast, qui a parlé de cette loi. Passionnant. Et donc là, je renvoie à nouveau à la tribune, mais l'idée, c'est d'imposer des mesures un petit peu... plus qu'un petit peu d'ailleurs contraignante véritablement aux entreprises, parce qu'on sait par exemple que dans la loi Rixain, tout ça c'est un arsenal moi que je salue, c'est très bien d'avoir ça, mais c'est très insuffisant dans la mesure où par exemple la loi Rixain, les pénalités sont plafonnées, donc les entreprises peuvent les budgéter, donc en fait il y a si on veut vraiment un impact sur que ces lois soient véritablement coercitives au sens il faut quelque chose d'un peu plus impactant, donc c'est ce qu'on propose là. Proposition numéro 3, renforcer l'obligation pour les entreprises d'informer leurs salariés sur leurs droits, soit en cas de harcèlement, de retour de congé maternité, etc., de façon régulière, loyale, exhaustive et évidente. Que ce soit pas le cas. Exactement, un PDF sur l'intranet où personne ne sait où ça se trouve, et en fait on découvre nos droits 6 mois après avoir été concerné. C'est clair. Proposition numéro 4, imposer une condamnation minimale de 6 mois de salaire brut versé à la victime en cas de harcèlement sexuel, moral ou de discrimination. Ça, c'est une proposition qui a été impulsée notamment par Élise Fabing, qui est donc avocate en droit du travail, qui connaît très 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 bien ces questions, qui nous rappelait que aujourd'hui, seulement 7 100 € en moyenne sont versés aux victimes en cas de harcèlement moral. En France, c'est rien du tout. Donc en fait, il y a très très peu de les amendes sont très basses. En fait, quelque part, c'est l'impunité. C'est absolument pas dissuasif. Donc ça, c'est fondamental en fait de changer la peine en fait dans ces cas-là. Proposition numéro 5, constituer des ordres à l'initiative de l'État pour défendre les professions du lien. Entre parenthèses, petite enfance, vieillesse, nettoyage, etc. afin de valoriser ces métiers qui sont majoritairement féminins et précarisés. Donc ça... Qu'est-ce que tu appelles des ordres ? Des ordres, tu sais, c'est comme l'ordre des médecins. En fait, c'est des conseils, des organisations qui sont mandatées par l'État pour organiser une profession, la protéger, et s'assurer qu'en fait il y a des règles. En fait, le problème de ces professions-là, qui sont les professions du lien ou du care, enfin, c'est des professions extrêmement morcelées. En fait, les travailleurs sont totalement isolés. Tu mets les infirmiers dedans, tu peux mettre les infirmiers dedans, etc. Donc il y en a qui sont déjà plus ou moins organisés, structurés, mais il y en a par exemple comme les nounous.
depuis justement, j'allais t'en parler, ouais. Exactement, c'est des professions qui sont extrêmement morcelées, vulnérables, qui connaissent pas leurs droits. Libre appréciation en plus à l'employeur et on se retrouve dans des situations de quasi-esclavagisme moderne. Dans certains cas, absolument. Et en fait, on en revient toujours là, c'est-à-dire que arriver à s'informer, avoir accès aux bonnes informations, c'est déjà ça demande déjà énormément de temps, d'énergie, d'accès aux bonnes personnes, etc. Donc c'est déjà un pas énorme. Donc c'est des travailleurs et des travailleuses dans leur immense majorité qui sont extrêmement vulnérables parce que elles n'ont pas forcément accès à l'information sur leurs droits. Et puis surtout, elles sont très isolées, très seules. Et donc, le but de ces ordres, c'est de rassembler, d'organiser, de structurer en fait ces métiers-là pour les protéger, pour reconnaître aussi leurs compétences, parfois qui peuvent être sanctionnées par des diplômes, etc. Et les valoriser. Proposition suivante, numéro 6, remplacer les congés paternité et maternité par un seul et même congé nouveau parent d'une durée égale. Nous y voilà. Donc aujourd'hui, le congé maternité en France, c'est 8 semaines obligatoires jusqu'à 16 semaines facultatives. Et le but du jeu, c'est que pour le deuxième parent, ce soit pareil. Ouais, mais alors là, tu vois, c'est un doux rêve selon moi, parce que je pense que pas un mec veut faire ça, en fait. Moi, c'est un peu mon sujet. Alors écoute, je pense que ça change pour le coup. Ouais. Tu crois que les hommes seront vraiment prêts à faire ça? Ouais. Franchement, ouais. De plus en plus. Alors moi, je peux parler de mon expérience personnelle, par exemple. Je suis jeune maman d'une petite fille qui va encore à la crèche. À la crèche, je croise autant de pères que de mères. Alors, on peut dire que c'est pas représentatif de la France. Non, parce que finalement, ils peuvent les déposer à la crèche sans pour autant s'en occuper. Oui, mais il y a quelques années, c'était pas ça. On croisait que des mamans et des nounous. Et en fait, je dis pas du tout que c'est la panacée, que les pères, mais je pense que ça évolue. Je pense que les pères sont de plus en plus investis dans leur vie familiale. Je pense vraiment que la société évolue. Alors, pas de manière uniforme, ça c'est clair, mais je pense qu'il y a un mouvement qui s'enclenche dans la bonne direction. Je pense qu'en plus, cette mesure est fondamentale. Et c'est pour ça qu'on insiste sur 8 semaines obligatoires. Parce qu'en fait, on sait quand on est parent à quel point les tout premiers temps sont essentiel pour la structuration de la famille, la manière dont chacun va pouvoir prendre son rôle, s'occuper de l'enfant, sans qu'il y en ait toujours un qui soit le leader, à savoir où sont les bodys, où est le lait, et à faire les courses, etc. Que les deux soient sur un pied d'égalité au tout début, en fait, c'est un pli qui est bénéfique pour tout le reste de la vie, en fait. Bien sûr. Et donc, c'est pour ça qu'on tient vraiment à ce que la durée égale obligatoire, notamment, soit la même pour les deux parents. Et j'en reviens aussi à cette histoire de changer la culture des entreprises, parce qu'évidemment, il y a une pression énorme aussi du côté des pères dans certaines entreprises où c'est très très mal vu de prendre un congé supérieur à la normale. Et donc, le fait de le rendre obligatoire, ça casse cette culture-là. D'autant qu'en plus, t'as la peur de l'après. C'est-à-dire qu'en général, une femme qui avait pris son congé maternité, la majorité du temps, elle retrouve jamais son poste à l'initiale, elle est toujours remise en question, elle a toujours, enfin, la plus grande majorité, attention, mais moi, à chaque fois, j'entends des choses sur le retour du congé mat. Alors, soit la femme a changé, ce qui est possible, enfin, elle a évolué dans son esprit, mais généralement, il y a un avant-après, un congé, alors on va l'appeler en l'occurrence congé jeunes parents, mais, nouveaux parents, pardon, mais, il y a une appréhension à ce sujet, tu vois, donc je suppose que ça va concerner autant les hommes que les femmes maintenant, mais peut-être qu'ils veulent pas de ça non plus, tu vois. C'est quand même dur à porter. Déjà, c'était dur à porter pour une femme, donc je me dis bon, voyons. Mais c'est de toute façon porteur d'espoir. Hein. Moi, j'ai envie d'y croire, hein, mais en fait, plus que ça, nous on pense en fait que en normalisant, tu sais, c'est toujours cette question du rôle modèle ou quelque part de la normalisation dans le paysage de certaines situations qui font qu'ensuite ça s'inscrit dans l'inconscient collectif et ça devient normal. Oui, mais il va falloir du temps, ouais. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Et en fait, en quelque part, en mettant les deux parents sur un pied d'égalité, nous on croit vraiment au fait que ça casse cette stigmatisation de la maternité en entreprise. Ce qui fait que la maternité, c'est encore un vrai, bon ça on pourra en parler après, mais un vrai frein, et c'est encore très stigmatisé en entreprise, c'est parce que les femmes sont concernées et les hommes ne le sont pas. Le jour où tous les employés sont concernés, il y a plus de stigmatisation. T'as raison. Proposition numéro 7, faire de l'accueil petite enfance, qu'il soit collectif ou individuel, un droit pour les parents d'enfants de 0 à 3 ans. Ça l'est pas aujourd'hui. Ça l'est tellement pas, c'est terrible. Et là, c'est une proposition qui vise à vraiment interpeller l'État sur sa responsabilité à offrir aux familles un choix
qui soit un vrai choix. Un réel choix. Un réel choix. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. C'est pas le cas aujourd'hui. Dans les grandes villes, c'est très compliqué. Et hors des grandes villes, c'est tout aussi compliqué parce que il n'y a pas un problème de place, mais il y a un problème de disponibilité de place chez les assistantes maternelles, par exemple, ou le fait de devoir faire des distances immenses matin et soir pour déposer, aller chercher. Donc il y a vraiment un sujet à la fois dans les grandes villes, en dehors des grandes villes. Puis un sujet financier aussi. Évidemment, un sujet financier. C'est extrêmement cher de faire garder son enfant. Et en plus, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'il y ait de plus en plus d'entrepreneurs, de plus en plus d'indépendants, etc. Ça te fait échapper à tout ce système de crèches et tu rentres, moi j'ai bien compris comment ça fonctionnait, mais tu rentres dans le système des crèches inter-entreprises si tu as la chance d'avoir un statut salarié de ta boîte. Et en l'occurrence, ça coûte une fortune. Et tu vas rentrer dans les mêmes systèmes qu'il y a pour les maisons de retraite. Je sais que le parallèle est quand même un peu bizarre, mais je le fais quand même. Si tu veux, dans tout ce qui est crèche privée, tu as une culture de la rentabilité, tu as une culture du chiffre, qui fait qu'ils embauchent moins de gens pour s'occuper des enfants. Ils te disent qu'il y a tant de personnes qui s'occupent des enfants. En fait, dans les faits, il n'y en a pas autant, parce qu'ils veulent économiser de l'argent. Et donc, tu te dis, mon enfant est potentiellement avec une personne, et en fait, il l'est pas. Que ça coûte une fortune et que tu es en plus obligé, c'est ce que je te disais hors micro, tu es obligé de débourser la somme, d'avancer la trésor. Donc moi je connais très peu de gens qui sont capables, si tu veux, de débourser des sommes colossales quand tu viens d'accoucher en plus. Enfin, tu vois, c'est un système qui ne va pas du tout quoi. Oui, c'est évident. Et en fait, ce qui est très compliqué, donc effectivement, les crèches, même les crèches municipales, c'est géré comme des centres de coûts. D'ailleurs, il y a des grèves très régulièrement. Elles sont en grève. Mais parce qu'elles sont un peu exploitées. Enfin, je veux dire, elles sont surchargées. Là, évidemment, les propositions de loi là, cherchent à encore diminuer leur temps de vacances, alors que c'est déjà des métiers pénibles. C'est des métiers durs, hein, physiquement. Et effectivement, en fait, pour essayer de compenser le fait qu'il y ait par exemple un manque de places en crèche dans les grandes villes, ils cherchent à augmenter le nombre d'enfants par... C'est ça. Tu te retrouves avec des crèches avec 40 bébés, enfin c'est pareil fou, quoi. Et diminuer leur temps de repos, diminuer leur temps de vacances. Donc c'est en plus des comment dirais-je, des lieux où le bien-être des gens qui travaillent et donc par ricochet le bien-être des enfants n'est pas la priorité. Donc elles sont en grève évidemment très régulièrement. Moi personnellement, enfin je comprends très bien cette démarche et je la soutiens. Et en fait la conséquence de tout cela, c'est que souvent les carrières des femmes sont les variables d'ajustement du couple. C'est-à-dire que quand on n'a pas le temps, quand la logistique est trop compliquée, quand on n'a pas les moyens, quand ça coûte plus cher que tu... Exactement. Quand ça coûte plus cher de faire garder ton enfant que de gagner ta vie, exactement, ce qui est extrêmement répandu, et dans un premier temps, on passe en temps partiel, ce qui explique l'immense, plus de 40% des, on pourrait y revenir si tu veux, mais des différences de salaire entre hommes et femmes, plus de 40% sont quand même expliqué par les temps partiels que les femmes doivent prendre une fois qu'elles deviennent mères. Et dans un second temps, quand en général il y a un deuxième ou un troisième enfant, les femmes quittent le marché du travail. Et le temps que les enfants aillent à l'école. Et ensuite, une fois qu'on a été absent pendant 2, 3, 4 ans du marché du travail, c'est extrêmement compliqué de revenir. Et donc, c'est une espèce de cercle vicieux. Et là, nous, on estime vraiment que l'État ne remplit pas son rôle. Donc, cette proposition, elle vise vraiment à re-responsabiliser l'État sur ces questions. Ça mériterait de développer encore, mais je sais que ouais, c'est vraiment parce qu'après, ça il y a une question. le comment faire, et honnêtement, dans le comment, c'est des moyens financiers. Ouais. Mais pas que. C'est pas que des moyens financiers, je pense. C'est aussi des manières de penser la société. C'est pas une fois que tu as aussi réfléchi à l'organisation, j'ai envie de dire les moyens après. C'est une question de priorité en fait. C'est où est-ce qu'on alloue les budgets exactement. Ouais. Proposition suivante numéro 8, créer pour chacun des parents un congé parental longue durée de 240 jours. C'est une mesure qui culturellement n'est pas forcément envisagée en France, mais qui a fait ses preuves notamment en Suède. C'est en fait, moi, ce que je trouve très intéressant dans cette proposition, c'est qu'elle répond à un besoin dont les parents ont terriblement besoin quand ils deviennent parents, justement, c'est la flexibilité. C'est-à-dire qu'en fait, ça offre la possibilité aux parents de concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle, mais aussi de faire face aux aléas sans avoir à sacrifier des jours de vacances, un enfant malade ou quoi. Ça permet en fait de vraiment concilier les deux sur le long terme. Je répartis les jours en question comme des RTT ou comme... Exactement. Tu les prends quand tu veux. Okay. Absolument. Tu peux les prendre quand tu veux. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne en Suède. Et la conséquence, c'est qu'en fait, en Suède, les gens n'ont pas à choisir entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux envisager de travailler à mi-temps dans un premier temps, par exemple. Enfin, je sais pas si au bout de... Parce que 240,
Jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Donc ça inclut aussi quand tu dois prendre des vacances, etc. D'accord, Donc ok. c'est en plus des vacances de l'entreprise, mais je veux dire, le but du jeu, c'est vraiment de valoriser le temps passé auprès de ta famille, comme en plus une espèce de conséquence positive sur ta vie professionnelle. Et en fait, c'est est valable jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Ça permet vraiment d'accompagner toute la petite enfance de ton enfant, en fait. Mais de manière flexible. C'est-à-dire qu'évidemment, chaque entreprise ensuite impose ça. Il y a toujours des limites. C'est-à-dire que tu les prends pas forcément d'un coup. C'est pas la flexibilité totale. Mais c'est en bonne intelligence avec ton entreprise, une organisation supplémentaire qui ne se fait jamais au détriment de ton travail, mais qui te permet d'être au plus près de ta vie de famille pendant la petite enfance de ton enfant et de rien sacrifier, en fait. Et ça s'ajoute au légal actuel ? Ouais. En tout cas, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne là-bas. Proposition numéro 9. Attends, ça me plaît. Instaurer un droit à l'équilibre de vie. Proposition numéro 9, instaurer un droit à l'équilibre de vie. Alors ça, comment tu le détermines, l'équilibre de vie ? L'équilibre de vie, en fait, c'est, encore une fois, ce qui te permet de ne pas sacrifier ni l'un ni l'autre. Tu crois que c'est possible ? Oui, absolument. Moi, je pense qu'en fait, le droit à l'équilibre de vie, tu peux inclure énormément de choses dedans. Tu peux inclure le télétravail. Ouais. Tu peux inclure ce dont on vient de parler, une espèce de période que la société accepte que tu dédies, et l'entreprise, à ta vie de famille. Donc, c'est pour reprendre l'esprit de le droit à la déconnexion, par exemple. C'est un droit qui a été inscrit dans la loi. Les salariés, les employés ont le droit de se déconnecter et de ne pas être joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par leur employeur. Est-ce que, par exemple, ce droit à l'équilibre de vie, ça permet à un salarié qui postule dans un job de dire « je veux ce travail, mais en full remote », en télétravail exclusivement ? C'est toujours pareil, en fait. Après, les modalités, c'est à Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais... à négocier avec l'entreprise. Mais oui, bien sûr. En fait, le but de ce droit à l'équilibre de vie, c'est de dire que la vie privée fait partie de la vie. Aujourd'hui, on vit dans un monde où tu as une espèce de scission complètement étanche entre ta vie privée et ta vie professionnelle. En France, en tout cas, culturellement, c'est comme ça que ça se passe. Et le problème, c'est que à nier de cette manière la partie individuelle et personnelle, la dimension en fait personnelle de ton salarié, sur le long terme, c'est plus tenable et on le voit maintenant. Et en bien fait, sûr, c'est les burn-out, les démissions, la grande démission, etc. La grande démission, etc. Et en fait, que le Covid a aidé là-dessus d'ailleurs. Enfin, Exactement. même si ça a été une période noire, mais je veux dire, ça a permis de prendre conscience de ça. En tout cas, les salariés ont largement pris conscience de ça. Et donc, le droit à l'équilibre de vie, ça inclut le droit à la déconnexion, le droit au télétravail, le droit aussi d'avoir un hobby, un engagement en parallèle de ton travail. Donc, ça veut dire, tu peux, évidemment, en toute transparence avec ton employeur, déclarer que de telle heure à telle heure, tel jour, tu te dédies à telle activité. Donc, le but du jeu, c'est vraiment de faire valoir auprès de ton employeur ta vie privée, mais non pas comme, évidemment, il faut que ça reste raisonnable, mais non pas comme quelque chose qui va venir perturber ou porter préjudice à ta vie professionnelle, mais au contraire, que ton employeur te considère comme un individu complet. Et la dernière, on arrive à la 10e. La 10e, que j'aime particulièrement, intégrer au programme de l'éducation nationale des cours d'apprentissage de l'autonomie qui intègrent l'éducation domestique, la gestion financière et les bases du droit du travail. Magnifique. Parce que ça, nous, on avait à cœur de rédiger des propositions, évidemment, qui pensent la société dans son ensemble, donc qui incluent aussi les plus jeunes. Et c'est vrai que... oui, parce que le changement de culture se fait dès le plus jeune âge. Enfin, si on continue à les élever de la même manière, il va se reproduire les mêmes choses. Donc, absolument. Et ça inclut évidemment les garçons et les filles. Donc l'éducation domestique, c'est évidemment... c'est des cours qui existaient il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, encore en France, qui ont disparu, sur la manière de gérer les tâches ménagères, garçons et filles. La gestion financière, ô combien importante. Personne, en France notamment, puisqu'on est dans des économies très matures, où l'inflation, bon, elle augmente en ce moment, mais elle reste quand même très basse. Et on est dans des sociétés où il n'y a pas tellement besoin de se préoccuper au quotidien, il n'y a pas une inflation galopante, etc., de son argent. Et la conséquence perverse de ça, c'est qu'on s'en désintéresse, on ne s'en occupe pas, on n'a aucune, le français moyen, on a aucune culture financière. Et ça nous porte préjudice à la longue, parce que sur la question de l'investissement, par exemple, de la capacité des femmes et des hommes à investir leur argent quand ils le gagnent, on voit qu'il y a des différences à la retraite, par exemple, entre un homme et une femme, ou disons entre deux individus qui ont travaillé toute leur vie, qui ont gagné le même salaire, qui ont eu la même progression et qui arrivent à la retraite, sur le simple fait d'avoir investi son argent ou pas, il y a une différence de niveau de vie de 30%.
Et ça, c'est des choses qu'on peut apprendre très très jeune. Et enfin, les bases du droit du travail, ça rejoint aussi la nécessité d'être informé de ses droits. On méconnaît nos droits. Et c'est fondamental pour rééquilibrer la relation en fait entre le salarié et son entreprise. Écoute, je pense que vraiment avec ces 10 propositions, vous avez fait le tour. Peut-être il y en aurait plein d'autres, mais il y en aurait plein d'autres. Et puis c'est difficile de creuser. Il faudrait pouvoir creuser chacune des propositions parce que elles sont chacune le fruit d'une longue réflexion et vraiment d'un travail collectif. On appelle d'autres en fait, forcément. Exactement. Donc c'est évidemment partiel, pas du tout exhaustif, c'est un début. On les a choisies celles-ci parce qu'elles nous semblent vraiment couvrir l'ensemble de la réalité du monde du travail et des challenges et des mesures concrètes qui peuvent vraiment permettre de faire progresser l'égalité. Et en même temps, on pense que ce sont des mesures qui sont relativement simples à mettre en place. Alors, en termes de démarche maintenant, puisque ça s'inscrit dans le cadre de l'élection électorale présidentielle, qu'est-ce que vous avez fait pour atteindre des politiques ou éventuellement des candidats? Est-ce que vous avez une démarche déjà à ce niveau-là ou pas? Alors en fait, comme tout ça est assez récent, donc la tribune a été publiée la semaine dernière. La pétition a été lancée simultanément et elle enregistre déjà presque 10 000 signatures. Donc il y a une espèce de mouvement, vraiment une dynamique très très forte là autour de cette pétition. Donc ce qu'on a fait pour l'instant, avant d'interpeller les candidats directement, c'est d'essayer d'engranger un maximum de signatures. Donc, si ça vous intéresse, vous qui nous écoutez, allez signer, partagez la pétition, parlez-en autour de vous. C'est vraiment ça qui nous aide le plus aujourd'hui. Parce qu'en fait, notre stratégie, c'est d'avoir une masse critique de signatures pour pouvoir arriver avec un certain poids dans la conversation avec les candidats et les intéresser, bien sûr. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Clara? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Est-ce que tu as un message à faire passer, quelque chose? Parce qu'on va devoir se quitter, ça fait le temps passe vite, mais évidemment que la pétition continue sur sa lancée, qu'on soit entendu, que les candidats nous entendent, s'intéressent à nos propositions. On est absolument ouverte au débat, viennent en discuter, que ce thème de l'égalité au travail qui est tellement structurel pour notre société, et on l'a vu, qui touche en fait toutes les dimensions de la vie, que ce soit la vie privée, la vie professionnelle, la vie personnelle, soit prise au sérieux par les candidats et que les candidats s'engagent à faire évoluer les choses là-dessus. Et puis longue vie à ce collectif parce que c'est notre première action, mais je pense pas que ce soit la dernière. Je vous souhaite une longue vie et notamment sur l'axe femmes et travail et argent. Voilà, je pense qu'il faut enlever le tabou qu'il y a autour de l'argent globalement et également en ce qui concerne les femmes. J'appelle tout le monde à bien entendu s'intéresser à Starter Pack. Sur les femmes et l'investissement, on peut résumer ça comme ça. Oui, disponible partout. Tu reviens en parler quand tu veux parce que je pense que c'est un sujet qui mériterait, j'y ai pensé en t'écoutant, qui mériterait qu'on refasse un podcast ensemble. Donc tu avec reviens quand tu veux. plaisir. Merci beaucoup Clara. À très bientôt et on se tient au jus pour savoir ce qu'il advient de ces 10 propositions. Merci Estelle. Salut Clara, bye bye. À bientôt. Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast, Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.